Donc là, je vais faire un petit retour d'expérience sur qu'est-ce qui se passe quand on veut non pas utiliser les agents pour coder, mais rajouter dans vos applications un LLM. Donc il y a des choses qui ont changé, les paradigmes changent un petit peu. Donc pour commencer, moi je suis Fred de Matos, je gère la tech chez Comet. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans le développement logiciel. Donc j'ai géré des équipes, participé à la conception et au déploiement d'applications dans le domaine de la finance, dans le mobile et dans le Web3. Donc j'ai bossé à la fois dans des grands comptes et à la fois dans les startups. Ça fait à peu près un an que je m'amuse avec tout ce qui est LLM, avec fine-tuning des modèles, j'expérimente quoi. Donc là, ce soir, ce que je vais vous partager, c'est qu'est-ce qui se passe, comment on gère quand on va mettre une partie de la logique métier, de la valeur de l'application, dans donner les clés à un LLM. Comment on fait pour se protéger un peu et pour s'assurer que le LLM ne fait pas n'importe quoi. Donc jusqu'ici, avant, la logique métier, c'était simple, c'était du code. Et maintenant, les choses peuvent un petit peu évoluer. Et on va avoir besoin parce que c'est efficace et parce que ça peut résoudre pas mal de problèmes, de déléguer une partie de cette logique métier à un prompt et à un modèle. Donc là où ça change, c'est qu'un prompt, c'est plus du code, c'est écrit en langage naturel. Donc on va définir une intention, un besoin, et on va lui donner une intelligence pour qu'elle l'exécute. Donc on pourra se dire, c'est un peu magique, on a une intelligence, on lui parle, elle fait ce qu'on lui demande de faire. C'est pas si simple que ça. Donc faut pas négliger cette partie-là, et donc faut traiter le prompt et la partie agentique avec la même rigueur qu'on va le faire pour le code. Le code a l'avantage d'être déterministe, les LLM non. Donc en fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on va travailler avec des LLM. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se baquer et faire en sorte de prévoir ce qui peut se passer et de se mettre des garde-fous. En fait, souvent avec les LLM, que ce soit dans le code ou dans le fait de fournir des use cases via LLM, le mot contrôle est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre le contrôle. Donc qu'est-ce qui va se passer si on veut commencer à fournir une application qui va utiliser l'IA et des LLM? On va commencer par vouloir choisir un modèle. C'est pas si simple que ça pour choisir un modèle. Il y a même des gens qui ont fait des boîtes dont le métier c'est d'analyser ce qu'est les capacités d'un LLM. Donc là aujourd'hui on a des différentes métriques qu'on peut considérer. Donc il y a l'intelligence. On va retrouver dans les modèles les plus intelligents Gemini Pro, on va retrouver GPT 5.4, on va retrouver Claude Opus 4.6. Et puis de l'autre côté du scope, on va avoir des modèles un peu plus légers qui vont être utiles pour d'autres cas d'utilisation, avec par exemple Mistral Small ou avec Llama 4. Mais il faut faire attention quand on parle d'intelligence. Là, c'est un index, et qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, c'est évalué sur 4 domaines. Donc là, le score qu'on a, c'est... chaque domaine va représenter 25% du score global du modèle. Donc la partie agent, qu'est-ce que c'est sur la partie agent? C'est comment est-ce qu'on peut donner des tâches professionnelles à un LLM. Donc en gros, il y a un benchmark qui s'appelle le GDP Eval, qui est assez marrant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 44 métiers dans les 9 domaines qui génèrent le plus de PIB aux États-Unis. Et en fait, le but, c'est d'évaluer comment les LLM vont pouvoir réaliser des tâches dans ces domaines et dans ces métiers-là pour apporter de la valeur. Donc en gros, c'est sur des domaines comme la finance, sur le juridique, sur le légal, leur donner des tâches de faire des rapports, de générer des tableurs, etc., etc. Donc on va évaluer les modèles là-dessus. Le T-Bench Telecom, c'est un benchmark où en gros le LLM se positionne comme un support utilisateur. C'est-à-dire qu'on a un utilisateur qui a un problème, et le LLM va devoir enquêter, poser des questions à l'utilisateur, lui demander d'exécuter des commandes pour pouvoir diagnostiquer le problème de l'utilisateur et l'aider. Donc en gros, là, on est vraiment dans le fait où l'agent, enfin le LLM va travailler. Mon coding, c'est assez clair, hein. C'est la capacité du LLM à gérer du code, à intervenir dans la compilation, la génération de scripts, etc. etc. Général, c'est être plus le raisonnement global. On va fournir au LLM différents documents, et on va lui poser des questions et on va voir comment il s'en sort sur un contexte long pour aller trouver les bonnes réponses et comment il va raisonner en cherchant dans ce grand contexte-là. Et puis le dernier, qui est le scientific reasoning, en gros, c'est tout ce qui va être lié aux mathématiques, résoudre des problèmes liés aux maths, à la physique, à la biologie, etc. Donc en fait, quand on va vouloir choisir un modèle,
on n'a pas forcément besoin d'avoir un modèle pour notre application qui va être super fort dans tous ces domaines-là. Moi, par exemple, si je veux faire une application d'apprentissage d'anglais pour mes utilisateurs, que mon agent soit bon en coding ou en raisonnement scientifique, je m'en fous un peu. Donc en fait, il faut regarder les benchmarks, mais faire attention à notre réel besoin derrière. Une autre donnée qui peut être importante, c'est le coût d'exécution pour faire tourner ce modèle-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour faire tourner l'ensemble des benchmarks, un modèle comme Claude Opus 4.6, en gros, ça a coûté 5 000 $ juste pour faire tourner le benchmark. À l'opposé, un Mistral Small 4, lui, a juste dépensé 50 $. Donc en fait, on est sur un gap de x100 pratiquement. Au milieu, on a des modèles qui ne sont pas trop déconnants et qui sont assez... qui peuvent faire pas mal de taf, qui eux sont à 300 $ à peu près. Donc en gros, pareil, quand on va choisir son modèle, il faut faire attention, pas se dire, bon, je vais prendre le modèle le plus fort pour résoudre mon problème. Il faut considérer la problématique dans son ensemble. Sinon, on va se retrouver en prod, si on a beaucoup de trafic, à avoir des coûts qui vont exploser. Donc c'est pour ça qu'il y a un coût, il faut faire attention au coût versus intelligence. Est-ce que dans mon use case, j'ai besoin du modèle le plus fort ou j'ai besoin d'un modèle spécialisé qui va résoudre mon problème à moi? Un autre point important, c'est la vitesse. Entre un modèle où, quand je vais lui poser une question, il va mettre 10 secondes pour me répondre, un modèle qui va répondre en 1 seconde, ça va avoir un impact aussi sur mon applicatif. Donc c'est aussi un point à considérer. Donc là, on est sur le token par seconde. En fait, c'est pas si simple. Parce que là, on prend un modèle comme par exemple GPT 5.4 mini. On pourrait se dire que c'est un modèle plutôt rapide, parce qu'il génère 170 tokens par seconde. Et à l'opposé, un Genma 4 qui ne génère que 35 tokens par seconde, on pourrait se dire qu'il est vraiment lent. Mais si on regarde le nombre de tokens qui ont été utilisés au niveau du benchmark pour solver les problèmes, on s'aperçoit que, donc là on avait un rapport de 1 à 5 entre GPT 5.4 mini et Gemma. Et donc là on va s'apercevoir que GPT 5.4 mini, lui, va utiliser 110 millions de tokens, contrairement à Genma qui lui va n'en utiliser que 32 millions. Donc on est aussi sur un rapport de 1 à 5. Donc foncièrement, les deux modèles sont à peu près aussi rapides, quoi. Donc encore une fois, c'est juste pour dire que les benchmarks c'est cool, mais rien ne va remplacer le fait de tester, de confronter notre modèle à la réalité de notre besoin. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est évaluer le modèle qu'on a choisi sur notre prompt qui va décrire notre besoin en cas réel. Donc en fait, ça va revenir à créer en quelque sorte le benchmark du modèle sur notre propre cas d'utilisation. Donc là, je vais faire un petit retour d'expérience. Ça fait plusieurs années que j'apprends le chinois et donc je m'étais développé une petite application qui m'aidait et qui me permettait j'avais intégré un dictionnaire dedans et en fait, je pouvais mettre des textes, choisir les mots que je ne comprenais pas, les enregistrer, comprendre les définitions et ça me permettait de réviser. Et donc je me suis dit que dans cette application-là, le LLM allait me permettre d'aller vachement plus loin dans l'analyse du texte. Et donc j'ai supprimé le dictionnaire et en fait j'ai remplacé j'ai intégré un LLM qui, pour n'importe quel texte que je vais lui fournir, va analyser le texte et va pouvoir estimer le niveau du texte, faire une traduction complète dans n'importe quelle langue, découper le texte en phrases, analyser chaque mot, me fournir chaque mot de vocabulaire avec son type, si c'est un verbe, un nom, un adjectif, etc., le sens, le niveau aussi estimé du mot, me trouver des règles de grammaire qui s'appliquent dans le texte, et donc du coup on va pouvoir illustrer, on va pouvoir fournir en fait, à partir de mes textes qui m'intéressent, un matériel d'apprentissage pour l'utilisateur. Donc là, sur une phrase qui est assez simple, qui est « Wosiran chupingwa », qui veut dire « j'aime bien manger des pommes », le LLM va évaluer le niveau, me sortir les phrases, donc là j'ai une seule phrase, et les différents mots de vocabulaire. Donc sur ce use case-là, en fait, je vais avoir besoin de valider différentes parties de comment se comporte le LLM. D'abord le format. Moi, j'ai besoin, pour que ce soit exploitable, d'avoir un format JSON, de m'assurer que le LLM ne va pas oublier des parties. Donc, il va me retourner les différents champs que j'attends. La complétude, moi, ce que je demande au LLM, c'est de me retourner tous les mots du texte. Si on ne fait pas gaffe, le LLM va en oublier, qu'il va considérer comme étant trop basique ou pas assez intéressant. L'hallucination. Ce qui peut arriver sur des prompts, c'est que le LLM va inventer des mots qui ne sont pas dans le texte. Pareil pour la règle de grammaire. Donc, il va falloir se prémunir contre toutes ces déviances du LLM. En fait, quand on est conscient, c'est pas facile, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir les contrôler et fournir la meilleure expérience possible à l'utilisateur derrière. Et puis après, on est sur la partie règles métier.
sur cette partie réglométrie, on se rapproche vraiment de ce qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on pourrait dire les tests unitaires, où c'est plus simple, où on a une entrée définie, et on a quelque chose en sortie, et c'est déterministe. Donc là, c'est un peu l'évolution du prompt. Quand on a commencé, au début, j'avais une première version de mon prompt qui était assez naïve, hein, où je demandais à mon LM de t'attacher et d'extraire tous les mots, sans exception, les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, etc., etc. Pour chaque mot, tu vas me fournir le mot en chinois, sa transcription, la traduction en français, et tu vas me fournir ça dans une liste avec un mot par ligne, avec mot, pin et traduction. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à tester, je me suis aperçu que le LM n'écoutait pas forcément ce que je lui demandais. Par exemple, sur découper en phrases, ça posait des problèmes, il n'arrivait pas à bien découper. Donc au final, à force de tester, d'améliorer mon modèle, je me suis dit, il va falloir que comme j'industrialise la manière de tester mon modèle, et donc de trouver une manière de, un peu comme nous on a les tests unitaires, d'avoir des tests d'intégration où je vais pouvoir challenger mon modèle sur mon use case particulier. Donc au début je commençais, genre j'étais content dans le chat GPT, je mettais mon prompt et je balançais des textes, et ça avait l'air de marcher, j'étais content, et puis au fur et à mesure je me suis dit, non en fait ça marche pas du tout. Et donc au final, mon prompt à la fin, il n'a pas du tout la même figure qu'au début, c'est-à-dire qu'il s'est un peu plus structuré, donc je vais définir d'abord à mon agent quel est son rôle, c'est un professeur, un agent expert d'apprentissage du chinois. Je vais lui définir exactement quel est le format que j'attends, donc j'attends un objet JSON valide, donc il faut aussi lui préciser qu'il y a, non, il n'y a pas de markdown, il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien, parce qu'en fait les modèles peuvent assez vite facilement dévier. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on va tester, on va avoir des problèmes, on va rajouter dans le prompt des éléments pour contrer les défaillances du modèle. Donc là, pareil, je lui dis, moi je veux que chaque ligne ce soit un tableau, et je vais être obligé de lui répéter jamais d'objet à l'intérieur des lignes, toujours un tableau. Parce que le LM, peut facilement oublier des éléments. Pareil, ce que je disais tout à l'heure sur les phrases, en fait, le LM au début avait tendance à couper les phrases pas sur les points, mais sur les virgules, sur les deux points, sur les points-virgules. Et donc pareil, du coup, à force de tester et de voir comment se comportait le LM, j'ai dû modifier mon prompt pour prendre en compte ces problèmes. Donc on va continuer un petit peu. Donc là, on va rentrer, là c'est un peu le cœur ce que j'aimerais avoir seulement dans mon prompt, c'est-à-dire mon besoin fonctionnel, où je vais définir des règles particulières. Donc là, pareil, je décris comment je vais découper les phrases, ce que j'attends comme les différents champs. Pareil pour la segmentation, donner des exemples, bien illustrés pour pas que le LLM fasse n'importe quoi. En fait, si c'est pas clair, il y a beaucoup de chances que le LLM parte en vrille. Donc lui donner des exemples en lui disant une bonne segmentation, c'est comme ça c'est pas bon, etc., etc. Donc en fait, il va falloir vraiment, au fur et à mesure, enlever tout le moindre doute que le LLM pourra avoir quand il va devoir exécuter la tâche. Et donc voilà, pareil, à la fin, on a besoin de montrer le contexte, ce qu'on attend comme format de sortie, pour enlever toute ambiguïté. Donc en fait, il y a des outils qui existent. Au début, j'ai commencé par développer moi-même ma stack de tests. Et puis en cherchant un petit peu, je me suis aperçu qu'il y a des outils plutôt pas mal qui existaient. Promptfoo, qui a été racheté par OpenAI il n'y a pas longtemps. Eux fournissent une stack complète. Hein. C'est-à-dire ils fournissent un MCP proxy pour se protéger de ce qui pourrait se passer avec l'utilisation de MCP, du code scanning, des guardrails, de la sécurité, et puis la partie évaluation, qui est la partie qui nous intéresse ce soir. Donc on va regarder un petit peu comment ça se présente dans le code. Hop là. Donc en gros, c'est assez simple, hein, c'est un CLI qu'on installe sur son PC. On va avoir une config, donc là moi je vais lui dire que les modèles que je vais utiliser pour faire mon test, ça va être Gemini 3 Flash, qui est un modèle moyen, plutôt rapide et qui ne coûte pas très cher. GLM 5.1, qui est un modèle chinois qui est censé être dans la même catégorie que les Claude Code ou que les GPT. Et puis un petit modèle, Mistral Small4, qui est un modèle vraiment pas cher et plutôt efficace. Ensuite, on va définir le jeu de test, donc mes datasets. Donc là, on peut voir que là, j'ai des cas assez classiques, hein, où je vais mettre les phrases en chinois, dire ce que j'attends comme mot en sortie. Pareil pour le niveau attendu sur le texte. Donc voilà, j'ai quelques cas de tests qui me permettent de vérifier les différents cas que je pourrais rencontrer. Donc là, par exemple, c'est le test sur les ponctuations pour vérifier que le modèle découpe bien les phrases. Et donc en fait, pour chaque cas de test, je vais pouvoir définir des manières de valider
mon usage. Donc là, j'ai un premier check qui est fait sur la structure. Il est où mon structure checker? Il est là. Donc là, en gros, ça va valider le JSON qui est retourné. Donc là, je valide que c'est du JSON. Je valide que j'ai bien mes données méta avec le bon type. Pareil pour les phrases, etc., etc. Donc ça, c'est un premier niveau de check que j'ai sur mon dataset. Un deuxième niveau, c'est au niveau du vocabulaire. Moi, j'ai des règles où je ne veux pas qu'il y ait des mots dupliqués. Donc pareil, c'est ce que je vais aller vérifier ici. Donc j'ai une condition qui va vérifier, qui va reprendre tout ce que le LLM a retourné et vérifier qu'il n'y a pas de mots qui sont présents plusieurs fois. Pareil pour l'hallucination. Je vais avoir une détection d'hallucination, ce qui va me permettre, moi, quand je vais lancer mes tests, d'avoir un retour et de pouvoir ajuster au fur et à mesure. Voir si mon prompt a vraiment une efficacité sur la manière dont se comporte le LLM. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à une première version de mon prompt, j'étais plutôt content. Et je me suis dit que j'allais le donner à des amis chinois pour qu'ils puissent le tester et me faire un retour. Donc ils ont été sympas, ils m'ont dit « Ouais, franchement, c'est plutôt cool, ça marche bien ton truc, mais il y a quand même des cas ou des règles avancées où tu n'as pas géré. » Donc en fait, en chinois, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a en gros, par exemple, il y a des tons. Et en fait, c'est des sortes d'accents qu'on va appliquer sur le mot qui va avoir un impact sur sa prononciation. Et il y a certains mots comme « i » qui, suivant la position dans le texte et les mots qu'il va y avoir autour, va changer de ton. Et donc, c'est des règles assez compliquées. Donc, en gros, juste pour ce mot « i », il y a 5 règles à valider. Donc là, je vais lui définir les 5 règles, lui dire que l'ordre d'application, c'est A, B, C, D, E. Et si on regarde une des règles, par exemple, c'est si le mot « i » précède un mot qui est du 4e ton, et le ton du mot « i », ce sera 2. Et puis pour tout le reste, ce sera le 4e ton, etc., etc. Donc ça, c'est des règles assez compliquées. Et pour être sûr que les modèles ne font pas de bêtises, j'ai dû répliquer tous les différents cas dans mon dataset. Donc j'ai un dataset qui est juste dédié à cette règle-là, qui fait là à peu près 500 lignes, où je vais avoir tous les cas possibles, où je vais devoir tester que ça fonctionne correctement. Donc maintenant, on va voir ce que le LLM ce qu'a donné mon évaluation. Donc là, j'ai mon dataset, j'ai choisi mes différents modèles que je voulais évaluer. On va voir ce que ça a donné. Donc là, ce qu'on voit, c'est que Gemini 3 Flash s'en sort plutôt pas mal. Il a raté un seul test, donc avec 98% de réussite. Que le GLM, qui était le modèle censé être le plus intelligent, a fait un peu moins bien que Gemini. Il a fait 2 erreurs. Que le Mistral 4, qui était le modèle le plus léger, lui, il s'est effondré. On ira voir pourquoi après. Par contre, si on regarde un peu plus près, on voit que Gemini, par contre, quand on lui pose une question, il va répondre en moyenne, c'était 3 secondes entre le moment où je lui donne le texte et le moment où il va me répondre. Par contre, sur le GLM, là, je suis passé à 30 secondes. Alors, ça peut venir de plein de choses. Ça peut aussi venir de mon provider d'inférence, qui n'était pas très efficace à ce moment-là. Mais en tout cas, pour moi, c'était un problème. Et le Mistral Small, qui est plutôt rapide. Pareil sur le coût, on voit que sur le Gemini a un prix plutôt, 3$, ce qui est acceptable, et que le GLM, par contre, lui, a 50% plus cher. Comparé au Mistral, qui lui est vraiment, vraiment pas cher. En fait, si j'avais une contrainte de budget, ce que j'aurais pu essayer de faire, c'est d'itérer sur mon prompt pour faire en sorte que Mistral s'en sorte mieux dessus. Peut-être que j'aurais pas réussi, mais peut-être qu'en passant du temps et en blindant mon prompt et en lui donnant les différentes contraintes, j'aurais pu monter le score de mon modèle. Mais vu que là, le budget n'était pas trop un problème, je me suis dit, autant rester sur Gemini 3 Flash et pas perdre plus de temps là-dessus, car ça correspond aux besoins que j'avais. Donc au final, Gemini, c'est le meilleur rapport coût, vitesse et qualité. Si on regarde un petit peu comment fonctionne Promptful, en fait, il y a un petit dashboard où on va voir nos différents... je ne peux pas scroller ici. Les différents tests qu'on a exécutés, avec les résultats des modèles, et là où ils se sont trompés. Donc si on regarde les tests en erreur, hop, ce qu'on va voir, c'est que le premier test où c'est foiré GLM, c'est sur les règles du I, et c'est à peu près pareil pour le Mistral Small. En fait, toutes les règles compliquées où il devait réfléchir beaucoup et être rigoureux, il a galéré dessus, quoi.
Donc en gros, le workflow qu'on va avoir, c'est lancer ses tests. On va avoir une première version de son prompt. Alors ce que je n'ai pas montré, c'est que PromptFoo est quand même plutôt bien foutu, c'est qu'on peut comparer deux prompts côte à côte, de la même manière qu'on a les LM, et lui va te faire des graphes pour que tu puisses comparer assez finement le résultat de comment se comportent tes deux prompts sur les différents modèles. Donc là, c'est un workflow assez itératif, hein, c'est-à-dire qu'on va écrire son prompt, lancer les tests, voir là où ça fail, ajuster, relancer, et au final itérer afin d'augmenter le score de la combinaison prompt et modèle. Donc pour conclure, on pourrait se dire qu'un prompt, en fait, c'est quelque chose de pur, on n'a que du métier et des choses qui sont intéressantes, du fonctionnel. Et en fait, c'est pas le cas. En fait, le prompt qu'on va écrire va être, entre guillemets, pollué, ou en fait, va devoir refléter les limitations du modèle qu'on va utiliser. Peut-être que si j'avais utilisé Opus 4.6, j'aurais eu un prompt vachement plus léger, où j'aurais vachement eu moins besoin de contraindre mon modèle en lui donnant des garde-fous. Mais en fait, c'est une histoire de compromis, en fait. Je ne veux pas dépenser énormément d'argent pour faire tourner mon application. Donc en fait, voilà, le prompt doit refléter ce besoin métier contraint par le LLM, avec des règles anti-hallucination, des répétitions sur les règles pour qu'ils ne les oublient pas, et beaucoup d'exemples. Après, sur le dataset, en fait, c'est un peu comme un jeu de test unitaire, en fait. C'est la même logique. Il faut que ça couvre les cas nominaux, pas mettre de côté les edge cases, et puis aussi, là, moi je ne l'ai pas fait là, mais en gros, c'est se protéger contre toutes les attaques qu'il pourrait y avoir au niveau de l'injection, les prompts malveillants, des mauvais formats, etc., etc. Pareil, toujours, ça ne sert à rien d'avoir 200 tests sur un même cas d'utilisation. Autant avoir quelques jeux de tests qui sont assez représentatifs et assez variés, en gros d'avoir de la qualité par rapport à la quantité. Et puis, comme pour les tests unitaires, faire vivre le dataset, en fait. Dès qu'on trouve un nouveau problème, le rajouter dessus, maintenir, faire tourner assez souvent ce jeu de test-là pour éviter les régressions. Et puis, mais alors pas trop souvent non plus, parce que c'est un peu comme des tests d'intégration, en fait. On va les faire avant la release, mais on ne va pas le faire à chaque commit, parce que déjà, ça prend du temps. Lancer N4 tests sur 3 modèles en parallèle, ça peut vite être assez long. Et puis ça coûte pas mal d'argent aussi, hein. C'est-à-dire que là, sur mon jeu de test, je suis peut-être à 1 € à chaque fois que je veux le lancer pour évaluer mes différents modèles, quoi. Donc juste pour faire un petit résumé, quand on veut choisir un modèle et savoir comment se lancer si on veut intégrer ça dans nos applicatifs, déjà il y a une première étape qui est la présélection. On va pouvoir cibler des benchmarks pour trouver le modèle qui pourrait être les bons candidats. Ensuite, confronter ce modèle-là à la réalité de notre application métier, avec nos prompts, avec notre dataset et avec les critères qui sont importants pour nous, le coût ou la rapidité, etc., etc. Donc, ce qui va permettre de jarter les modèles qui ne répondent pas aux besoins. Et puis derrière, d'itérer sur comment on va améliorer ce prompt pour augmenter la qualité de réponse du LLM, quoi. Et puis bien sûr, il faut aussi savoir que en fait, il faut encore plus se prémunir des choses qui ne peuvent pas arriver. C'est-à-dire bien checker dans son code, quand on va récupérer la structure, que justement, il y a une partie de non-contrôle, donc il faut vraiment être très très défensif quand on va utiliser le retour d'un LLM derrière, quoi. Et donc voilà, je pense que j'arrive à la fin de cette petite présentation, ce petit retour d'expérience. Et